À Wichita, la crise du logement fait rage le long de la rivière Arkansas. Ce qui ressemble à un terrain de camping est en réalité un quartier, un ensemble de maisons délabrées, de toits rafistolés avec du ruban adhésif et de travailleurs qui n'ont nulle part où se garer. La ville le qualifie de verrue, les habitants le jugent dangereux. La police parle d'une menace grandissante, mais aucune de ces étiquettes ne résout le problème. Car ce qui alimente cette crise, ce n'est pas seulement le coût de la vie, c'est le coût des choix de la ville. Et une fois ces choix compris, une évidence s'impose. Wichita n'est pas tombée dans ce désastre par hasard, elle l'a créé. Quand un salaire ne suffit pas. Wichita se présente comme une ville où il fait bon vivre à un prix abordable. Le coût de la vie y est environ 11% inférieur à la moyenne nationale. Le prix des logements est 34% moins élevé que dans la plupart des villes américaines. Le loyer médian d'un appartement d'une chambre oscille entre 900 et 940 $ par mois. Cela semble raisonnable jusqu'à ce qu'on se penche sur les chiffres concrets. Une étude récente de Smart Asset a révélé qu'un habitant de Wichita doit gagner en moyenne plus de 81 000 $ par an pour ne pas vivre au jour le jour. Imaginez un peu, 81 000 $ dans une ville qui se vante d'être une alternative économique aux métropoles côtières. Parallèlement, le revenu médian des ménages à Wichita s'élève à 63 072 $, soit un écart de 18 000 $ entre les revenus réels des habitants et leurs besoins financiers. Pour les travailleurs indépendants, la situation est encore plus désespérée. Le salaire médian à Wichita avoisine les 19 $ de l'heure. À ce tarif, 40 heures de travail par semaine génèrent environ 39 520 $ par an avant impôt. Après déduction des impôts fédéraux, des impôts d'État, de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, le revenu net tombe à environ 30 000 $. Cela représente 2 500 $ par mois pour couvrir absolument toutes les dépenses. Un loyer de 940 $ absorbe immédiatement 38% de ce revenu. Ajoutez à cela les mensualités de la voiture, l'assurance, l'essence, le téléphone, les factures et l'alimentation. Et il ne reste plus rien pour les imprévus. Aucune marge de manœuvre, aucune possibilité d'erreur. C'est là que les camping-cars RV entrent en jeu. Un camping-car de 20 ans coûte entre 5 000 et 8 000 $, soit environ 3 à 4 mois de loyer. Pour une personne menacée d'expulsion ou dont le bail est assorti d'une forte augmentation, l'achat d'un RV d'occasion semble une solution logique. On obtient un abri, la mobilité et, en théorie, la possibilité d'économiser de l'argent en évitant les loyers mensuels. Sauf que dans la réalité, c'est une autre histoire. Les vieux RV tombent constamment en panne. Leur consommation de carburant est exorbitante. Ils nécessitent un entretien spécialisé qui coûte des centaines, voire des milliers de dollars. Les frais d'assurance, d'immatriculation et de stationnement s'accumulent rapidement. Et trouver des emplacements légaux pour la nuit devient une véritable corvée. Ce qui apparaît comme une mesure d'économie se transforme en un piège coûteux dont il est presque impossible de s'échapper. La dure réalité de la vie en véhicule est telle qu'une fois installé dans un camping-car, épargner suffisamment pour retrouver un logement traditionnel devient exponentiellement plus difficile. Impossible d'utiliser une adresse de camping-car sur les candidatures d'emploi. Impossible de prétendre à la plupart des appartements sans justificatif de stabilité résidentielle. Impossible d'économiser quand chaque euro disponible sert à entretenir son véhicule, à faire le plein et à le déplacer pour éviter les amendes. Mais on ne se retrouve pas du jour au lendemain à vivre dans un camping-car. Ça ne commence pas par un effondrement, mais par une fissure, suffisamment petite pour être ignorée jusqu'à ce qu'elle devienne irréparable. La première fissure. Personne ne se lève un matin en décidant de vivre dans une Jeep garée sous un pont. La descente aux enfers dans la rue ne commence pas par une panne catastrophique. Elle commence par une fissure, une petite brèche dans le fragile équilibre financier que des millions d'Américains actifs doivent gérer au quotidien. Cette fissure prend une forme différente pour chacun, mais le schéma reste étonnamment constant. Pour certains, c'est l'avis du propriétaire annonçant une augmentation de loyer de 200 $ à partir du mois prochain. Pour d'autres, c'est le gérant qui vous prend à part pour vous expliquer que les affaires sont au ralenti et qu'ils réduisent les heures de travail de tous de 10 $ par semaine. Parfois, c'est une facture médicale non prise en charge par l'assurance. Parfois, c'est une réparation automobile urgente. Parfois, c'est tout cela qui se produit dans le même laps de temps de 30 jours. Imaginez ce qui se passe lorsque le loyer passe de 940 $ à 1 140 $ par mois. Cela représente 2 400 $ de plus par an. Pour une personne gagnant 30 000 $ après impôt, cela signifie que 8% de son revenu annuel est absorbé par les frais de logement.
impossible de faire des économies. Le budget alimentaire est déjà minimal. L'assurance auto est obligatoire. Le téléphone est indispensable pour le travail. Les charges ne sont pas négociables. Le calcul est impossible. On peut tenir un mois, peut-être deux, en sautant des repas et en ignorant d'autres factures. Mais tôt ou tard, le choix devient inévitable. Payer le loyer ou payer le reste. On ne peut pas faire les deux. C'est à ce moment précis que l'on commence à consulter les prix des camping-cars RV en ligne. Non pas parce qu'on rêve de vivre dans un véhicule, ni parce qu'on renonce à un logement traditionnel, mais parce qu'on fait des calculs et qu'on réalise que 3 mois de loyer équivalent au prix d'un RV d'occasion. Dans ce moment de désespoir, la logique paraît imparable. Acheter le RV, y vivre 6 mois pour économiser l'argent du loyer, puis retourner dans un appartement avec le premier et le dernier mois de loyer, ainsi que la caution, déjà payée. C'est censé être temporaire, c'est censé être intelligent, c'est censé être le choix responsable face à des options impossibles. Voilà le mensonge que l'on se raconte en déboursant 5 000 $ pour un Winnebago de 1998 avec 190 000 miles au compteur. C'est temporaire, c'est gérable, c'est juste le temps que la situation se stabilise. Et lorsque cette fissure se transforme en rupture, la logique cède la place à la survie. C'est alors que le camping-car cesse d'être un rêve de road trip et devient le dernier recours. La solution temporaire. S'installer dans un RV n'a rien à voir avec le fait de se retrouver sans abri. Il y a toujours un toit, toujours des murs, toujours une porte qui ferme à clé. Il y a un petit coin cuisine avec un évier et une plaque de cuisson à 2 feux. Il y a une salle de bain, même si les toilettes sont capricieuses et que la douche ne coule qu'au compte-gouttes. Il y a un lit, des placards pour les vêtements, peut-être même une petite table pour que les enfants fassent leurs devoirs. On se croirait plus en camping qu'en pleine catastrophe. La première semaine a un côté presque aventureux. Tout est plus petit, plus compact, plus fonctionnel. On éprouve une certaine satisfaction, presque pionnière, à trouver comment s'y prendre. Apprendre quel parking autorise le stationnement de nuit. Découvrir quelles stations-service ont les toilettes les plus propres. Trouver la laverie automatique ouverte 24h/24 où personne ne pose de questions. Mais l'aventure s'estompe rapidement. Le RV, qui paraissait spacieux à vide, devient vite étouffant une fois rempli des objets du quotidien. Il faut tout arrimer avant de partir, sinon tout risque de tomber. Le générateur est tellement bruyant qu'on ne peut pas l'utiliser dans les zones résidentielles sans s'attirer des plaintes et des regards. Le propane vient à manquer au pire moment. Le réservoir d'eau doit être constamment rempli. La cuve à eaux usée, elle aussi, doit être vidée sans cesse. Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont des défis logistiques qui vous prennent des heures chaque jour. Et vous travaillez toujours à temps plein. Vous essayez toujours de scolariser les enfants. Vous tentez toujours de maintenir les apparences pour que les employeurs ne découvrent rien, que les enseignants ne signalent rien aux services sociaux, que les proches ne vous offrent pas une compassion teintée de jugement. L'isolement s'installe insidieusement. On cesse d'inviter des amis, faute d'endroits où les recevoir. On évite de parler de son lieu de résidence, car la vérité est trop compliquée à expliquer. On change de place de parking tout au long de la semaine pour éviter d'être reconnu comme quelqu'un qui vit dans sa voiture. On part travailler plus tôt que nécessaire et on rentre plus tard que prévu, car passer du temps dans le logement social signifie se confronter à la réalité de sa situation. Le poids psychologique s'accumule de manière imperceptible. Le sommeil se dégrade, car on est constamment sur le qui-vive, craignant la présence d'agents de sécurité, de policiers ou de personnes mal intentionnées. L'hygiène devient un défi, car l'accès à la douche nécessite de s'organiser et coûte souvent de l'argent. L'intimité disparaît complètement, car la chambre, la cuisine, la salle de bain et le salon occupent un espace plus petit que la chambre principale de la plupart des gens. Et malgré tout, vous vous répétez que c'est temporaire. Encore quelques mois d'économie et tout rentrera dans l'ordre. Sauf que les économies ne se concrétisent jamais, car le camping-car lui-même exige des dépenses constantes. 100 $ par-ci, 50 $ par-là pour une place de parking. Encore 75 $ pour l'essence, 30 $ pour la laverie automatique, 20 $ pour un abonnement à la salle de sport avec accès aux douches. Les coûts s'accumulent plus vite que prévu et le rêve d'économiser suffisamment pour sortir de la vie citadine reste à jamais hors de portée. Pendant un temps, la situation semble gérable, voire porteuse d'espoir. Mais à Wichita, toute solution temporaire finit par se heurter à la même réalité. La machine finit toujours par s'arrêter. Quand les roues s'étendent et s'accroissent, laisse de tourner. Le jour où le moteur refuse de démarrer, tout bascule. La RV, autrefois abri mobile, offrant l'illusion d'une certaine liberté, n'est plus qu'une boîte immobile, un fardeau plutôt qu'une bouée de sauvetage. Peut-être la boîte de vitesse,
après 320 000 km d'utilisation intensive, a-t-elle rendu l'âme? Peut-être le moteur lui-même, faute d'entretien, a-t-il serré? Peut-être un problème électrique, nécessitant l'intervention d'un mécanicien pour un diagnostic et une réparation onéreuse. La panne en elle-même importe peu. C'est la réalité qu'elle engendre qui est bien plus grave. Vous voilà à vivre dans un véhicule immobilisé. Les devis de réparation arrivent comme des sentences de mort. 1 800 $ pour la transmission, 2 300 pour le moteur, 1 500 pour le diagnostic et les réparations électriques. Ce ne sont pas des sommes que l'on peut se permettre en optant pour une RV pour faire des économies. Ces sommes pourraient tout aussi bien être de 18 000 ou 23 000 $, vu l'accessibilité limitée de ces véhicules. Certains tentent des campagnes de financement participatif qui ne récoltent qu'une fraction de la somme nécessaire. D'autres sollicitent leur famille, déjà bien assez sollicitée. La plupart se résignent à l'idée que leur RV restera immobilisée à l'endroit où elle est tombée en panne pour une durée indéterminée. Vivre dans un RV en panne transforme une expérience difficile en un véritable danger. Sans moteur, le générateur ne peut pas recharger la batterie. Une fois la batterie à plat, plus de chauffage, plus de lumière. Impossible de recharger son téléphone ou d'alimenter le petit réfrigérateur. L'hiver à Wichita, les températures descendent bien en dessous de zéro. Dormir dans un RV non chauffé signifie enfiler tous ses vêtements et se réveiller malgré tout transi de froid. L'été au Kansas, la chaleur transforme ces boîtes métalliques en véritables fournaises. Sans climatisation, ni même la possibilité d'utiliser un ventilateur, la température intérieure peut atteindre des niveaux dangereux. Des personnes sont mortes dans des conditions similaires. Non pas de violence ou de dépendance, mais simplement d'hypothermie dans des véhicules qui, loin d'être des abris, sont devenus des tombeaux. Le camping-car en panne attire les plaintes et les interventions des services d'urgence. Lorsqu'un véhicule reste stationné au même endroit pendant des jours, puis des semaines, puis des mois, les voisins le remarquent, Ils appellent la police, ils font un signalement au service d'urbanisme, ils publient des messages sur les groupes Facebook du quartier pour se plaindre de cette verrue qui défigure leur voisinage. Et techniquement, ils n'ont pas tort. Un camping-car à l'arrêt, pneus crevés, dégâts visibles et visiblement occupés, nuit effectivement au paysage. Mais ce qu'ils perçoivent comme une nuisance, la personne à l'intérieur le vit comme un foyer. Une fois le moteur arrêté, le mouvement ne s'arrête pas, il change simplement de forme. Désormais, survivre signifie un mouvement sans but, un déplacement incessant pour rester invisible. Le BAT. La règle des 72 heures devient le rythme rythmé de l'existence. Selon le règlement municipal de Wichita, aucun véhicule ne peut rester stationné sur la voie publique plus de 3 jours consécutifs sans être déplacé. Cette règle vise à éviter que les véhicules abandonnés n'encombrent les quartiers. Mais lorsque votre véhicule fait office de domicile, cette règle transforme le quotidien en un jeu épuisant de logistique et de survie. Toutes les 72 heures, il faut tout remballer, démarrer le moteur s'il fonctionne encore et se réinstaller dans une autre rue, dans un autre quartier. Il ne s'agit pas d'un simple désagrément, c'est une instabilité architecturale imposée par la loi. Pour réussir, il faut acquérir une connaissance encyclopédique de la géographie et des règles de stationnement de la ville. On apprend quels quartiers sont soumis à un contrôle strict du stationnement et lesquels sont moins fréquemment contrôlés. On mémorise les horaires de nettoyage des rues, car se garer dans une rue désignée pour le nettoyage est automatiquement verbalisé. On repère les places de stationnement près des toilettes publiques, qui sont rares. On repère les points d'eau pour remplir les réservoirs. On prospecte les zones proches du travail, des écoles si l'on a des enfants, et des services dont on a besoin. Et on fait tout cela en parallèle d'un emploi à temps plein, car ce rythme effréné ne s'interrompt jamais pour les obligations professionnelles. Les contraventions s'accumulent malgré tous les efforts. 50 $ pour avoir dépassé la limite de 72 heures. 75 $ pour stationnement interdit. 100 $ pour avoir obstrué le trottoir après avoir mal évalué la largeur du véhicule. Ces amendes arrivent par la poste ou se retrouvent dessous les essuie-glaces, et toutes exigent un paiement dans des délais précis. Mais il n'y a pas d'argent pour payer les amendes, le budget couvre à peine l'essence et la nourriture. Alors les contraventions s'accumulent sans réponse, les amendes augmentent avec les pénalités de retard. La dette totale passe de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Et finalement, les infractions impayées entraînent la mise en fourrière du véhicule. Le sommeil devient de plus en plus difficile à trouver, car la peur est omniprésente. Peur qu'on frappe à la porte en pleine nuit. Peur de se réveiller avec une dépanneuse garée près de sa voiture. Peur d'être mal garé et de ne s'en rendre compte que trop tard.
l'épuisement s'aggrave de jour en jour. Travailler toute une journée avec seulement 3 ou 4 heures de sommeil fragmenté a des conséquences physiques importantes. Les fonctions cognitives déclinent, les réflexes ralentissent, l'humeur se dégrade, la performance au travail diminue, ce qui engendre une anxiété supplémentaire quant à la sécurité de l'emploi. Et puis un matin, il n'y a plus d'échappatoire. Les règles, les amendes, l'épuisement, tout converge vers un seul instant qui met fin à tout. La chute finale. Un mardi matin, la dépanneuse débarque sans prévenir. Vous avez laissé votre RV pendant 4 heures pour aller travailler et à votre retour, une énorme dépanneuse est garée contre votre véhicule, chaîne déjà attachée. Le chauffeur vous explique que plusieurs plaintes ont été déposées, que des amendes impayées se sont accumulées et que la ville a autorisé la mise en fourrière. Vous avez 72 heures pour payer les frais de dépannage, toutes les amendes impayées et les frais de garde journaliers. Le total s'élève à 1 475 $. Après cela, la RV sera vendue aux enchères ou mise à la casse. Tout ce qu'elle contient sera perdu. 1 475 $, c'est comme 14 000 ou 14 millions. Impossible de réunir une telle somme en 3 jours quand on vit au jour le jour. On essaie tout. Appeler la famille qui nous a déjà tant aidés, faire des demandes d'aide d'urgence avec des listes d'attente de plusieurs mois, demander une avance sur salaire à son employeur. Rien n'y fait, le temps presse. La caravane a été mise aux enchères. Et soudain, vous vous retrouvez sur le trottoir avec les quelques affaires que vous avez pu emporter avant la fourrière. C'est-à-dire pas grand-chose. Tout le reste a disparu. Les photos de vos enfants, les documents importants que vous gardiez dans un dossier sous la couchette, le manteau d'hiver qui vous a coûté 1 semaine de salaire, les outils dont vous avez besoin pour travailler, l'ordinateur portable qui vous permettait de rester en contact avec votre famille. Tout a disparu. C'est à ce moment précis que le sans-abrisme en véhicule se transforme en sans-abrisme dans la rue. La descente aux enfers est totale. Le filet de sécurité, aussi insuffisant soit-il, a complètement disparu. Désormais, vous dormez dans des entrées d'immeubles, sous des ponts, partout où la police ne vous délogera pas immédiatement. Le camping-car vous offrait au moins une certaine protection contre les intempéries, un peu d'intimité, une certaine séparation entre vous et le danger extrême. Sans lui, vous vous retrouvez plongé dans la forme la plus dangereuse du sans-abrisme. La vulnérabilité augmente de façon exponentielle. Les risques de violence, de vol, d'agression et de mort explosent. Les statistiques sont claires et brutales. Les personnes sans domicile fixe ont une espérance de vie nettement inférieure à celle de la population générale. Elles sont plus susceptibles de mourir d'hypothermie, de maladies non traitées, de violences, d'épuisement extrême et de manque de ressources. Mais ce qui ressemble à un échec personnel est en réalité le fruit de politiques publiques. Le système qui expulse les propriétaires est le même qui a créé le besoin de ces expulsions. Le piège des forces de l'ordre. En 2024, Wichita a dépensé 338 000 $ pour le démantèlement de campements. Cela représente plus d'un tiers de millions de dollars consacrés exclusivement au déplacement de personnes sans leur proposer d'hébergement alternatif. Le service des parcs a, à lui seul, nettoyé 1 735 campements au cours de l'année, mobilisant 233 heures de travail qui auraient pu être consacrées à l'entretien des parcs. Le coût total du nettoyage des parcs s'est élevé à 140 157 $. Ces chiffres n'incluent pas le temps de police, les heures de contrôle du respect des règlements, ni les frais administratifs liés au traitement des contraventions et des mises en fourrière. Le coût réel est bien supérieur aux chiffres figurant dans les budgets officiels. Le service de police de Wichita a enregistré 6 600 appels liés au sans-abrisme en 2024. Cela représente 18 appels par jour, sans interruption, tout au long de l'année. Ces appels mobilisent les agents au détriment de leurs autres missions et aboutissent rarement à une solution concrète. La police ne peut pas créer de logements, elle ne peut pas fournir de soins de santé mentale, elle ne peut pas résoudre la pauvreté à coups de menottes. Pourtant, la ville continue de traiter le sans-abrisme principalement comme un problème de maintien de l'ordre plutôt que comme un enjeu de logement et de services. En décembre 2024, le conseil municipal a voté par 4 voix contre 3 en faveur du renforcement des pouvoirs de police. La nouvelle ordonnance supprime l'obligation de préavis de 72 heures pour certains lieux considérés comme prioritaires. Les forces de l'ordre peuvent désormais démanteler immédiatement les campements situés près des ponts, des entrées d'immeubles, des abribus, des aires de jeu et du complexe du centre multi-agences. Les amendes ont été réduites de 500 à 200 $. Mais cette modification n'apporte que peu de réconfort aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer 20 $, et encore moins 200. L'ordonnance comprend une protection cruciale que les associations ont ardemment défendue,
La police ne peut ni verbaliser ni extraire de force une personne de son véhicule si aucun lit n'est disponible dans les centres d'hébergement. Cette disposition reconnaît la cruauté fondamentale de criminaliser un comportement en l'absence d'alternative légale. Mais cette protection n'est valable que si des données précises sur la disponibilité des lits existent. Lors des discussions du conseil municipal, il est apparu clairement que les responsables ne disposent pas d'informations fiables et en temps réel sur la capacité d'accueil des centres. Second Light, le principal centre d'hébergement d'urgence de la ville, gère 220 lits. Union Rescue Mission offre des capacités supplémentaires pour les hommes, mais même combinées, ces ressources sont loin d'être suffisantes pour les 691 personnes sans abri recensées lors du dernier décompte. Le calcul est impossible, il n'y a pas assez de lits, il n'y en aura jamais assez. Et renforcer les contrôles sans augmenter la capacité d'accueil ne fait que plonger les gens dans des situations inextricables. Après des années de dépenses colossales pour déplacer les gens, Wichita se trouve à la croisée des chemins. Continuer à appliquer l'impossible, ou enfin commencer à construire des solutions. Le choix. Wichita se trouve à la croisée des chemins. Selon une étude récente du Centre de politique publique et de gestion de l'Université d'État de Wichita, le sans-abrisme engendre un impact économique annuel de 22,2 millions de dollars sur la ville et le comté de Sedgwick. Ces 20 millions de dollars représentent les dépenses liées aux interventions policières, au respect des règlements, à l'entretien des parcs, aux services d'urgence et aux pertes de productivité. Autant de millions de dollars dépensés à gérer une crise au lieu de la résoudre. L'approche actuelle est inefficace. Le nombre de personnes sans abri a triplé depuis 2019, malgré le renforcement des mesures de répression. Les démantèlements de campements ne cessent d'augmenter. Les plaintes se multiplient, les coûts explosent et la souffrance humaine persiste. La répression sans alternative s'est avérée un échec sur tous les plans. Les solutions existent. Elles ont été testées, perfectionnées et leur efficacité a été prouvée dans plusieurs villes du pays. Wichita pourrait aménager des parkings sécurisés sur des terrains municipaux situés dans des zones industrielles, sans perturber les quartiers résidentiels. La ville possède déjà des parcelles appropriées, à proximité d'anciens sites de production et le long des axes de transport. Les coûts d'infrastructures de base seraient minimes. Toilettes portables, fontaines à eau, services de gestion des déchets et éclairage de sécurité pourraient être installés pour un coût bien inférieur à celui des opérations de nettoyage actuelles. Il serait judicieux de nouer des partenariats avec les associations existantes pour assurer un accompagnement social. Des organisations comme Catholic Charities et la Coalition pour mettre fin à l'itinérance disposent déjà de personnel formé à l'orientation vers le logement et aux démarches d'inscription aux aides sociales. Elles ont besoin de financement et de soutien politique, et non de réinventer des programmes déjà existants. La lutte qui se déroule le long de la rivière Arkansas n'est pas seulement une histoire de Wichita, c'est une histoire américaine. Elle est le résultat de la situation où le dur labeur ne garantit plus la stabilité, où le logement devient un privilège et où la survie elle-même est considérée comme un crime. Il ne s'agit pas de cas isolés ou d'anomalies. C'est la conséquence logique des choix faits par des villes qui privilégient les apparences aux personnes. Si cette enquête vous a ouvert les yeux sur la situation dans le cœur du pays, consultez notre précédent article approfondi sur la façon dont cette même crise se manifeste dans les rues de New York. Un autre paysage urbain, mais une même histoire, des travailleurs qui luttent pour préserver leur dignité, tandis que le système détourne le regard. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci sont importantes, restez avec nous. Abonnez-vous, partagez et continuez à nous suivre. Car cette crise n'est pas près de se terminer, et notre engagement à montrer la réalité du terrain non plus.